Dans cette petite formation PHP, nous abordons une notion intéressante et importante dans l'optimisation de la construction des pages d'un site internet. Chaque page d'un site web est unique, certes, mais chaque page d'un site web est conçue sur un moule qui est répercuté sur l'ensemble du site. Ainsi, on note la majeure partie du temps que l'entête et le pied de page sont identiques. De même, les menus sont restitués fidèlement sur chaque page. Toutes ces portions ne doivent pas être recodées à chaque fois. Elles doivent exister une seule fois et être appelées par un code PHP permettant d'imbriquer les pages comme les pièces d'un puzzle pour restituer l'intégralité de l'information mise en page. L'intérêt est double. Il consiste à optimiser le développement du site, mais il consiste aussi à optimiser et simplifier les modifications et adaptations. Si le site compte des centaines de pages et que des données doivent être mises à jour dans l'entête par exemple, il ne s'agira pas d'intervenir des centaines de fois, mais une seule. La portion de l'entête, comme toutes les autres parties communes, doivent être appelées dans la construction par toutes les autres pages du site internet. Un changement est ainsi répercuté automatiquement sur les centaines de pages qui l'utilisent dans la construction. Pour bien comprendre le concept et l'enjeu de ces constructions web, nous proposons de débuter, comme toujours, depuis des sources existantes proposées au téléchargement depuis le site bombage.fr. Et comme vous le remarquerez, la décompression conduite au fichier de la page web principale nommée index.php. Il est accompagné de ces ressources externes dans les sous-dossiers. Et à ce titre, vous notez la présence du sous-dossier nommé commun, dans lequel sont stockées toutes les portions communes aux autres pages web. Tous ces bouts de code client et serveur doivent être assemblés avec chaque partie centrale d'une page du site pour restituer l'information dans son intégrité et dans son intégralité. Pour le comprendre, nous proposons d'exécuter la page d'accueil index.php. Pour cela, comme nous l'avons appris dans les formations précédentes, nous devons référencer notre projet dans l'interface d'EasyPHP. C'est lui qui émule le serveur distant. Il s'agit donc de prélever l'adresse du projet depuis l'explorateur Windows et de la coller dans la création de la nouvelle référence sur l'interface d'EasyPHP grâce au bouton Add Directory après lui avoir donné un nom. Bien sûr, les serveurs virtuels doivent être démarrés, en tout cas le premier pour nous à ce stade. Il s'agit du serveur HTTP. Il est trop tôt pour nous, en effet, d'attaquer les bases de données à ce stade. Une fois le projet ajouté, il est référencé dans la liste des sites à émuler. Il ne nous reste donc plus qu'à cliquer sur son lien pour l'exécuter. Comme vous le remarquez, la page index.php est fort naturellement appelée par défaut. Il s'agit de la petite application que nous avions développée dans la formation précédente pour démontrer la portée des variables. Mais cette page apparaît déstructurée, dénuée de mise en forme et de mise en page. À ce stade, elle ne contient que son propre code, celui qui lui correspond à elle uniquement. Il manque les sections d'entête et de pied de page notamment. De fait, des balises HTML sont ouvertes et ne sont pas fermées. Pour en avoir le cœur net, nous proposons d'accéder au code de cette page. À la racine du dossier de décompression, nous cliquons droit sur le fichier et nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur tel que le Notepad++. Et comme vous le constatez, le code débute directement par la construction des calques, balises div en HTML. Il n'y a pas de balise body ni même de section head ou HTML. En conséquence, la construction est incorrecte et la page apparaît déstructurée. Nous proposons désormais d'accéder au sous-dossier commun de notre application locale et nous allons ouvrir tour à tour chacun de ces fichiers, chacune de ces portions de code par le même procédé, soit par clic droit, éditer avec un éditeur tel que le Notepad++. Et pour commencer, vous remarquez en ce qui concerne le fichier entête.php, eh bien, qu'il propose le début de la section de code commune à chaque page web. Nous y notons la partie déclarative
du code HTML accompagné de sa section d'entête ainsi que des premières balises ouvrantes permettant la construction HTML de chaque page pour leur mise en page. Dans le fichier pied-de-page.php, nous notons cette fois la partie commune de la section inférieure consistant à fermer toutes les balises ouvertes, y compris pour le body et le HTML. Ainsi, la construction doit être correcte et chaque page sera bien formée si l'assemblage est bien respecté. Le fichier connexion.php est particulier quant à lui. On l'utilise conventionnellement en première référence comme fichier de configuration, notamment pour définir les informations d'accès à la base de données. Nous aborderons ces notions en temps voulu. Nous allons l'exploiter pour récupérer des informations relatives à l'URL et nous comprendrons ainsi que ces données peuvent être transmises entre les sections imbriquées, là encore, pour optimiser le code. Pour entrer dans le vif du sujet, sachez que en PHP, c'est l'instruction include qui permet de faire référence à des pages externes devant se mêler à la construction de la page web finalisée. Ces références doivent intervenir chronologiquement. La section de code désignée est imbriquée à l'emplacement défini par l'appel de la fonction PHP include. Je vous propose que nous revenions dans le code de la page index.php, celle qui se charge au défaut à l'ouverture de notre site web, émulée par isPHP. La section de l'entête doit fort naturellement intervenir en première position. Nous nous plaçons donc en tout début de code et nous commençons par ajouter une section PHP grâce à ces balises ouvrantes et fermantes qui permettent de le déclarer comme nous l'avons appris. Et puis, nous appelons donc notre fonction PHP include à laquelle nous allons passer le chemin de la ou des pages web que nous souhaitons intégrer dans la construction. Et pour ne pas commettre d'erreur, je vais me permettre de prélever le nom du sous-dossier puisqu'il faut bien indiquer à notre fonction include que la page web sur laquelle nous allons pointer est bien située effectivement dans un sous-dossier du répertoire local. Je prélève de la même façon le nom du premier fichier qui doit intervenir dans cette construction, à la suite duquel nous allons intégrer notre entête, c'est-à-dire notre fichier entête.php, comme ceci donc entre guillemets. Pour résumer, la fonction PHP include ne requiert donc qu'un seul argument. Il s'agit de l'adresse de la page web à imbriquer dans la construction. Comme pour tout site web, nous raisonnons en chemin relatif par rapport au dossier local de la page web concernée. Les fichiers connexion et entête sont situés dans le sous-dossier commun de l'application et c'est ainsi que nous les désignons dans la construction. Toute balise ouverte doit être fermée. C'est pourquoi, avant de tester ce résultat, nous devons ajouter la section du pied de page, mais cette fois en toute fin de code. Donc, nous allons prélever ces bouts d'instructions que nous copions et puis nous nous rendons tout en bas de notre page de code et nous allons les coller. Nous pouvons nous débarrasser de l'une des lignes puisque cette fois-ci, pour parfaire notre construction, il s'agit tout simplement de faire référence à seulement l'un des fichiers et en l'occurrence piedpage.php, celui que nous n'avons pas encore appelé, qui permet tout simplement bien de fermer les calques ouverts, mais de fermer aussi le body et la section HTML de notre page web. Nous proposons d'enregistrer les modifications, de basculer sur notre navigateur web pour tester le résultat, et nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier. Et comme vous le constatez, comme par magie, les éléments se sont parfaitement imbriqués dans l'ordre où ils ont été appelés. Désormais, la page web est parfaitement construite et propose un en-tête ainsi qu'un pied de page. Si nous consultons en effet le code source de la page web par clic droit, code source de la page ou afficher la source, eh bien, nous notons cette fois la déclaration HTML, la présence des sections head, mais aussi body, et puis la fermeture de chacune des balises ouvertes, qu'il s'agisse des balises div ou encore body et HTML. Nous proposons de fermer ce code source et de revenir sur notre page web. D'ailleurs, et
à ce propos, si nous tapions une valeur numérique et que nous la soumettions au serveur en cliquant sur le bouton envoyer, eh bien vous constatez que le code de notre formation précédente est toujours fonctionnel. Il avait consisté à réceptionner la valeur cliente côté serveur en PHP, donc pour réaliser un traitement itératif. C'était pour nous l'occasion de présenter les boucles d'instructions en PHP. Bref, désormais, si nous cliquons sur les icônes qui sont situées en bas de page pour appeler les rubriques connexes, eh bien, vous remarquez que toutes deux sont elles aussi, comme la précédente, déstructurées. Nous devons donc finaliser leur construction par les mêmes appels grâce à la fonction PHP include. Nous revenons donc dans notre éditeur de code, mais nous devons ouvrir ces pages qui sont situées à la racine de notre dossier de décompression dans lequel nous revenons donc, et puis par clic droit éditer avec le Notepad++, nous les intégrons ainsi dans notre éditeur de code. Il s'agit tout simplement de répliquer les instructions que nous avons intégrées dans notre premier fichier, en l'occurrence index.php, pour l'entête et le pied de page. Donc, par copier-coller, pour le pied de page, nous nous rendons tour à tour en bas des sections de code de l'une et l'autre, et puis nous pouvons coller ce que nous avions codé, et nous allons faire de même pour répliquer à l'identique la section d'entête afin de reproduire la construction par imbrication de nos pages web de manière à obtenir un résultat finalisé parfaitement formé, structuré, mis en forme et mis en page. Tour à tour, nous avons donc collé tous ces codes et nous avons enregistré les modifications. Nous pouvons donc revenir sur notre navigateur web. Nous allons recommencer depuis notre page d'accueil, soit la page index, qui, comme nous l'avions constaté, était parfaitement formée. Et cette fois-ci, comme vous le remarquez, lorsque nous cliquons sur les icônes du pied de page, eh bien, nous passons de l'une à l'autre, mais elles sont toutes désormais parfaitement formées par cette imbrication qui est induite grâce à la fonction include qui va appeler les éléments manquants et communs à la construction de chacune des pages de notre site web. Nous proposons maintenant de constater l'intérêt de cette construction en pièces de puzzle. Les incidences sur le développement sont importantes. Une modification dans une partie commune doit être répercutée sur chacune des pages appelantes. Et pour ce faire, nous proposons simplement de changer l'icône qui est située dans la section de l'entête. Il s'agit du fichier qui se nomme leformateur.png que nous souhaitons remplacer par l'image qui porte le nom formation.png et vous constatez que cette image est elle-même située dans le sous-dossier image de l'application. Nous revenons donc dans notre éditeur de code et nous affichons cette fois-ci le code de notre entête pour y trouver effectivement la présence de cette balise IMG qui permet de greffer cette icône qui est située dans la partie de l'entête et nous allons remplacer tout simplement le nom du fichier. Vous constatez que nous travaillons toujours en chemin relatif, leformateur.png par formation.png donc. Nous réalisons cette modification uniquement dans cette section de l'entête. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons notre page web, constatez en effet que notre icône a bien été remplacée sur la page d'accueil, certes, et lorsque nous cliquons sur les autres rubriques, eh bien vous remarquez que effectivement la modification a été répercutée. En résumé donc, si notre site contient des centaines de pages, cette seule modification se répercute des centaines de fois. L'intérêt de ces constructions par imbrication prend peu à peu toute son ampleur. Il s'agit d'ailleurs de la même philosophie que celle du développement client avec les styles CSS. Ces derniers sont codés dans des fichiers externes et référencés dans chacune des pages, ou plutôt une seule fois dans la section commune de l'entête. C'est effectivement la balise
link avec l'attribut href qui permet de le désigner. Une modification dans ce fichier de style mef.css, comme une couleur, un arrière-plan, une taille de police ou autre, sera immédiatement répercutée sur toutes les autres pages du site web. Mais l'intérêt de ces jeux de construction ne se limite pas à l'optimisation des modifications. Ces imbrications assurent une grande productivité en termes de développement en portant les valeurs des variables des sections les unes aux autres. Ainsi, une information variable récoltée en amont peut être diffusée au sein de chacune des pages web pour assurer leur implémentation dynamique. C'est ainsi que l'on procédera notamment pour questionner la base de données en fonction de la page appelée pour restituer l'information qui lui correspond. Mais puisque nous n'avons pas encore ces compétences, nous proposons de démontrer cette propagation en récupérant simplement les informations de l'URL pour les restituer sous forme de texte dans les rubriques de titre de chacune des pages. La page dédiée est celle du fichier de connexion. C'est elle qui intervient chronologiquement avant toutes les autres. En PHP, c'est l'instruction serveur avec en paramètre l'attribut request_URI qui permet de récupérer l'URL en cours, celle de la page concernée. Si nous savons où nous sommes, nous savons ce que nous devons faire et donc charger ce que nous devons charger dans la page. Dans le code de la page connexion.php, vous remarquez d'ailleurs que la section de code PHP était bien prévue, nous allons ajouter quelques instructions en commençant par déclarer une variable que nous nommons arbitrairement info pour information que nous allons affecter à la volée. Je vous rappelle qu'une variable se déclare en préfixe avec le symbole $ en PHP. Et donc, nous allons exploiter notre fameuse instruction serveur, comme je vous le disais, qui requiert entre crochets, c'est ainsi dans la notation, un paramètre, un attribut qui va permettre de désigner l'information que nous souhaitons récolter et en l'occurrence ici, l'attribut, comme je vous le disais, se nomme request_URI. À ce stade, nous devrions être en mesure donc de réceptionner l'URL complète de la page web en cours, sachant que le fichier connexion.php est appelé par chacune des pages du site web. Donc, nous devrions, en basculant d'une page à une autre, constater que nous réceptionnons l'URL à chaque fois adaptée. Et pour le prouver, je vous propose d'exploiter à titre d'essai temporaire la fonction PHP echo qui a pour mission d'afficher en lieu et place, c'est-à-dire à l'endroit où elle est inscrite, eh bien l'information que nous lui passons, en l'occurrence celle de la variable info. Comme notre fichier connexion intervient en amont, cette information devrait s'afficher tout en haut de la page web. Nous enregistrons donc les modifications, nous basculons sur notre navigateur web, nous allons revenir sur notre page d'accueil, c'est-à-dire notre page index. Et vous remarquez que l'URL est bien inscrite au-dessus de l'entête, puisque l'imbrication de la section connexion intervient, comme nous le disions, en amont dans notre construction. Si nous cliquons sur les icônes pour accéder aux autres pages web, eh bien, vous remarquez que l'information s'adapte en effet dynamiquement. Elle est portée d'une page à une autre, bien qu'elle ne soit écrite qu'une seule fois dans la section connexion, commune à toutes les pages. Nous proposons donc d'exploiter cette donnée dynamique à des fins utiles, notamment pour le référencement web, en adaptant la balise title de la section méta et pourquoi pas la balise H1, celle du grand titre à l'intérieur de la page web, selon les termes qui composent cette URL. Cependant, il convient de traiter cette chaîne de caractères pour supprimer tous les tirés notamment, mais aussi l'extension .php. Mais ce n'est pas tout. L'adresse virtuelle du projet, commune à toute page, ne procure aucun intérêt. Nous devons seulement prélever l'information située après le dernier slash. C'est elle qui renseigne d'ailleurs sur la nature et la fonction de la page. Nous allons donc réviser des fonctions PHP que nous avions apprises précisément dans la formation sur l'intérêt des fonctions en PHP. Nous revenons donc dans le code de notre page connexion.php.
Nous avions découvert la fonction PHP strPose qui permet de trouver la position d'une occurrence dans une chaîne de caractères. Ici, nous cherchons le symbole du slash, mais le dernier, car il y en a plusieurs. Or, à l'instar de strPose, PHP propose la fonction strRepose, re pour reverse, qui permet de réaliser cette recherche à l'envers, soit en partant de la fin de la chaîne de caractères. Avant l'instruction echo, pour que nous puissions donc continuer de tester nos petits développements, nous allons ajouter un nouveau traitement pour pouvoir découper cette URL et ne conserver que la partie finale. Donc nous allons retravailler notre variable info qui à ce stade a stocké l'URL complète. Nous allons exploiter dans un premier temps une fonction que nous avions présentée, substr, qui permet de découper une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères n'est autre que, tout simplement celle qui est stockée dans la variable info, soit l'URL en cours. À partir d'une position donnée, nous souhaitons prélever tous les caractères qui sont situés après le dernier slash. C'est pourquoi, et comme je vous le disais, nous appelons notre fonction, nouvelle fonction, PHP strRepose, qui permet de renvoyer la position de la dernière occurrence cherchée dans une chaîne de caractères. Nous cherchons cette occurrence toujours dans l'URL qui est mémorisée dans la variable info. Cette occurrence, quelle est-elle? Il s'agit du slash que nous mentionnons en deuxième paramètre de la fonction strRepose. Mais nous souhaitons prélever après ce dernier slash. C'est pourquoi, à cette position, nous ajoutons une unité pour nous positionner juste après. Nous fermons la parenthèse de la fonction substr qui englobe la fonction strRepose qui est en deuxième paramètre pour renvoyer l'emplacement à partir duquel nous effectuons cette découpe. Nous n'oublions pas de ponctuer cette syntaxe avec le point-virgule. Pour résumer donc, nous exploitons la fonction PHP substr que nous avions découvert dans les formations passées. Elle permet de découper une chaîne de caractères passée en premier paramètre, l'URL ici, en prélevant à partir d'une position donnée. Cette position est précisément retournée par la fonction strRepose qui localise l'emplacement de l'occurrence du slash passé en second paramètre. Nous ajoutons une unité comme je vous le disais pour prélever après la chaîne située après le slash et comme nous l'avions appris. Le troisième argument de la fonction substr est facultatif. Il permet de définir la longueur de découpe s'il n'est pas renseigné, comme ici. La fonction prélève à partir de la position, c'est-à-dire le dernier slash, après le dernier slash, jusqu'à la fin de la chaîne. Nous enregistrons donc les modifications, nous revenons sur notre page web, et puis nous allons tout simplement afficher notre page d'accueil. Comme effectivement après le dernier slash il n'y a rien pour l'instant, vraisemblablement nous n'obtenons aucun résultat, mais constatez que lorsque nous accédons aux autres pages, cette fois-ci nous obtenons simplement la fin de la chaîne, c'est-à-dire la partie utile qui nous intéresse précisément. Seule la page d'accueil retourne une information vierge donc. Pour une page d'accueil, le serveur conserve en effet seulement le nom de domaine sans le nom de la page qui est tout à fait naturel. Nous devrons donc gérer cette exception pour adapter l'information dynamique dans la page. Désormais, nous devons en revanche nous débarrasser notamment des tirets qui composent cette URL grâce à la fonction PHP strReplace. Nous la connaissons elle aussi. Elle permet de remplacer une occurrence, le slash, par une autre, une chaîne vide, dans une chaîne de caractères, l'URL. Nous retournons donc dans notre éditeur de code. Il s'agit de continuer le travail autour de notre chaîne de texte qui, au fur et à mesure, est purgée des informations parasites. Et cette fois-ci, dans notre variable info, donc, nous souhaitons, premièrement, supprimer la présence des tirets grâce à la fonction strReplace. Tiens, et tant qu'à faire, nous souhaitons aussi enlever l'extension .php. En premier paramètre donc, et entre guillemets, nous lui demandons de remplacer cette extension .php par quoi? En deuxième paramètre, virgule, par rien. Deux guillemets donc. Et tant qu'à faire et dans la foulée, nous allons pouvoir imbriquer
une autre fonction strReplace, comme nous l'avions fait d'ailleurs dans une formation précédente, pour, dans cette même chaîne, remplacer à la volée, et par la même occasion, le tiré que nous mentionnons là encore, entre guillemets donc, et en premier paramètre, par quoi? Eh bien, par rien, de guillemets. Dans quelle chaîne travaillons-nous? Toujours dans la variable info, nous fermons la parenthèse de la seconde fonction PHP strReplace et de la première qui l'englobe. Pour justement ces traitements imbriqués à la volée, nous ponctuons notre syntaxe par le point-virgule comme toujours. Nous conservons à ce stade notre test grâce à la fonction PHP echo. Nous avions, pour résumer encore une fois, déjà exploité cette technique de l'imbrication des fonctions strReplace pour réaliser des remplacements successifs à la volée, dont l'extension du nom de fichier. Et je vous encourage, si vous ne les aviez pas suivis, eh bien, à vous rediriger vers les premières formations que je propose en PHP. Ensuite, eh bien, ce n'est pas terminé. Pour que le traitement soit, on va dire, intéressant, nous souhaiterions convertir la première lettre de l'URL ainsi retravaillée en majuscule pour donner l'illusion d'un bout de phrase. Donc, toujours dans notre variable info que nous continuons de traiter, nous allons cette fois-ci découvrir une nouvelle fonction PHP tout à fait intéressante qui se nomme str_toUpper. Notez l'intérêt de l'éditeur Notepad++ qui convertit automatiquement en couleur les fonctions qu'il reconnaît, prouvant qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. str_toUpper qui littéralement signifie la conversion d'une chaîne de caractères en majuscule toUpper. Sauf que nous souhaitons convertir simplement la première lettre de la chaîne en majuscule. Donc, eh bien, à l'intérieur de cette fonction str_toUpper, nous imbriquons la fonction substr pour ne prélever que le premier caractère. Le premier caractère de quelle chaîne? Eh bien, celle qui est toujours mémorisée dans notre variable info, en partant de la première position, reconnue par l'emplacement numérique 0, sur une longueur de 1 caractère que nous spécifions en troisième argument de la fonction substr, dont nous fermons la parenthèse. Nous fermons dans la foulée la parenthèse de notre fonction str_toUpper, et nous allons concaténer cette première lettre désormais convertie en majuscule à la suite de l'information textuelle ainsi restituée et retravaillée, grâce de nouveau à la fonction substr que nous faisons travailler sur notre URL en cours, mais à laquelle nous demandons de prélever cette fois-ci naturellement et sans modification, après le premier caractère, position 1. Donc, nous fermons la parenthèse de notre fonction substr et nous ponctuons notre syntaxe. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre navigateur web, nous affichons pourquoi pas notre page d'accueil qui pour l'instant ne produit aucun résultat pour les raisons que nous avions évoquées. Et vous remarquez effectivement cette fois-ci que nous avons bien la première lettre en majuscule, nous avons bien l'extension qui a disparu. Par contre, et c'est une erreur de ma part, nous avons remplacé effectivement, mais c'est intéressant de le constater, les tirés par rien. Bien naturellement, il faut conserver l'espacement naturel entre chacun des mots, et donc nous devons remplacer le tiré par un espace. C'est la petite modification que je vous propose d'opérer à la volée dans notre fonction strReplace. Donc ce souci nous permet de revenir dessus. Nous remplaçons effectivement le tiré, non pas par une chaîne vide, contrairement à le remplacement de l'extension, mais par un espace entre guillemets. Nous ajoutons donc cet espace, et cette fois-ci, lorsque nous revenons sur notre page web, vous remarquez que l'information est parfaitement restituée et purgée de tous ces parasites. Il convient donc d'exploiter cette information pour chacune des pages. Tout d'abord, dans la page connexion, dans notre code, je vous propose de commencer par passer en commentaire notre instruction echo qui n'avait pour mission que d'effectuer un test afin de constater tout simplement les incidences de nos traitements par le biais des fonctions PHP sur l'URL que nous étions en train de travailler. Puis nous proposons d'ajouter un traitement conditionnel dans la page de l'entête tout en haut du code afin de traiter le cas de la page d'accueil et de restituer l'information sous forme de variable. C'est l'instruction if
dont nous avons déjà appris la syntaxe en PHP qui permet de vérifier des conditions. Je vous propose donc de nous placer tout en haut de notre section de code, d'ajouter notre section PHP grâce à ces balises ouvrantes et fermantes, comme toujours et comme nous l'avons appris. Nous commençons par déclarer une variable que nous nommons arbitrairement titre et que nous affectons à une chaîne vide pour commencer. Il s'agit de vérifier si l'information que nous avons travaillée en amont, c'est-à-dire dans notre fichier connexion.php reconnu sous le nom de variable info, existe bien. Et pour ce faire, donc, nous exploitons une instruction conditionnelle if en PHP. Souvenez-vous, nous avions déjà utilisé la fonction PHP i7 qui permet de savoir si la variable qui lui est passée en paramètre est bien définie. Dans le même temps, nous souhaiterions confirmer, si elle est bien définie, que cette variable n'est pas vide, différente de point d'exclamation égale en PHP, comme en JavaScript, différente d'une chaîne vide, guillemets, guillemets. Si tel est le cas, nous souhaitons tout simplement affecter ce résultat dans notre variable de page, celle que nous venons de déclarer, reconnue par son nom, titre. Donc, nous réalisons l'affectation titre égale info. Comme lorsque le critère est vérifié, nous n'engageons qu'une seule action, et comme nous l'avions déjà démontré, les accolades ne sont pas nécessaires, nous optimisons ainsi la syntaxe. Dans le cas contraire, en revanche, cela signifie vraisemblablement, s'il n'y a rien dans cette chaîne retravaillée, que nous sommes sur la page d'accueil. C'est pourquoi, nous proposons tout simplement de lui greffer une information statique qui permettra de définir ces titres, comme par exemple imbriquer les pages en PHP. Et nous verrons que cette information doit normalement changer, s'adapter dynamiquement et naturellement d'une page à une autre. Nous faisons donc référence à la variable déclarée dans la section de connexion, tout simplement par son nom. Du fait de l'imbrication chronologique de ces sections, l'entête intervenant après, sa valeur est portée et est reconnue par le nom de sa variable, et c'est ainsi que nous l'avons exploité. Si l'URL est définie, donc fonction i7, que nous avions apprise, et qu'elle n'est pas vide, nous en déduisons que nous ne sommes pas sur la page d'accueil. En conséquence, nous réceptionnons cette information dans notre nouvelle variable titre, cette information que nous avions traitée de tout, purgée de tous les parasites. Dans le cas contraire, donc, else, nous adaptons l'information dédiée à la page d'accueil dans cette même variable. Nous devons l'exploiter pour constater l'impact des données dynamiques portées au travers des sections dans ces constructions PHP par imbrication. Et c'est pourquoi, dans les sections title et h1, communes grâce à ces imbrications à chacune de nos pages de notre site web, nous allons ici imbriquer naturellement une petite section de code PHP dans le title pour le référencement web notamment, qui consiste à afficher en lieu et place cette information restituée dynamiquement et reconnue sous le nom de variable titre. Et nous allons faire exactement de même dans notre balise H1 qui est importante visuellement mais aussi en termes de référencement afin de renforcer la thématique de notre page web et puis les mots-clés qui y sont regroupés. Nous enregistrons donc les modifications, nous basculons sur notre navigateur web, nous revenons sur notre page d'accueil en cliquant directement sur l'icône située dans l'entête et comme vous le constatez, les titres dans l'onglet du navigateur et dans le cadre supérieur de chacune des pages sont adaptés dynamiquement. C'est ce procédé que nous devons exploiter à grande échelle pour développer nos sites web à l'avenir. Nous avons codé une seule fois les instructions consistant à récupérer les données dynamiquement et nous avons codé une seule fois les instructions consistant à les répliquer pour adapter les informations de page. Une fois encore, si notre site propose des centaines de pages, nous obtenons aussi facilement des centaines de pages adaptées aux informations qui les concernent. Voilà pour cette démonstration sur l'optimisation du développement en PHP. Bientôt, nous imbriquerons toutes ces connaissances pour bâtir de véritables applications web et professionnelles. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime.
Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.